Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel échange. Alors, on parle beaucoup d'IA générative, d'agents, de promesses spectaculaires, mais sur le terrain, une réalité revient sans cesse. Eh bien, une majorité des projets IA génératifs ne dépassent jamais le stade du POC, bien sûr. Des POC qui sont montés vite, avec beaucoup d'enthousiasme, et puis quelques semaines plus tard, on se rend compte qu'on a dépensé 30 jours hommes, et en fait, personne s'en sert. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler méthode, usage réel et adoption avec un retour très concret sur ce qui fait la différence entre un POC gadget et un produit IA réellement utilisé au quotidien. Bonjour Nizar, Bonjour Florence, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu es merci donc beaucoup. Senior Management Data IA chez Niji, c'est bien ça? Tout à fait. Ok, alors parlons usage, parlons IA générative. Dans l'IA générative, pourquoi est-ce qu'on voit, et c'est un peu la base, autant de projets qui ne dépassent pas ce fameux stade du POC? C'est c'est une très bonne question parce Merci. qu'effectivement aujourd'hui pour répondre à ta question, c'est le grand paradoxe actuel. On n'a jamais eu autant d'outils puissants aujourd'hui qu'avant et pourtant le taux d'échec reste massif. Si autant de projets stagnent au stade du POC, c'est avant tout, à cause d'un manque de cadrage initial. On a Mhm. un réflexe très fréquent, on va sur une solution technique, on veut du LLM, on veut des agents, avant de stabiliser l'usage réel. Donc pour moi, il y a 2 raisons majeures. Donc on démarre souvent avec un besoin trop flou et D'accord. on n'a pas défini le problème vraiment douloureux au quotidien et donc l'outil n'est pas essentiel pour l'utilisateur et après il nous manque cette boussole, cette KPI qu'il nous dit que le projet est un succès ou pas. Et D'accord. effectivement, chez Neji, c'est notre conviction de bien cadrer tous les projets avant chaque ligne de code, sinon on risque d'avoir un échec au long Du terme. gâchis. Tout Alors à ça fait. paraît être plein de bon sens, hein, tu vois, quand on t'entend et pourtant c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Alors qu'est-ce qui pousse les équipes à vouloir aller très vite sur l'époque, parfois au détriment de l'usage? Pourquoi? C'est effectivement souvent, on se retrouve dans une problématique de top-down déconnecté. Souvent, le besoin est identifié par le top management qui voit avec raison un enjeu stratégique majeur, D'accord. mais souvent, en fait, on veut avancer trop vite. On veut montrer que l'entreprise est dans la course de l'IA. On privilégie un effet waouh avec une démo. On en fait. Tout à fait et effectivement, le piège est d'avoir tout de suite. On a tendance à avoir un outil parfait, ultra complet du premier coup et ça, c'est pas la recette idéale pour avoir un outil qui sort dans l'ère technologique d'aujourd'hui. Donc il faut qu'on avance par phase avec, déjà un socle minimal mais solide. Déployé par l'eau, en livrant des fonctionnalités incrémentales et aussi d'augmenter progressivement le cercle des utilisateurs. Pour commencer avec des utilisateurs passionnés et puis on élargit à fur et à mesure des fonctionnalités qu'on met en place. Ouais, il faut pas attendre l'idéal, il faut pas se mettre la barre trop haute dès le départ, il vaut mieux y aller, comme tu dis, en impliquant finalement l'utilisateur à chaque étape, hein. On sent Mmh. vraiment ce côté étape dont tu parles, ce qui fait qu'on assure plus l'usage après. Très bien. Quand on a préparé cet échange, tu insistais beaucoup sur l'immersion de terrain, le vie ma vie. Pourquoi, selon toi, c'est devenu indispensable dans les projets, d'IA générative particulièrement? C'est c'est indispensable particulièrement dans l'IA générative parce que c'est un outil qui se glisse directement dans la main des utilisateurs. C'est pas comme le Oui, c'est ML vrai. classique ou l'IA où on automatise un processus froid. Là, on assiste vraiment à un humain et donc tout l'intérêt du Vimavi et de l'immersion terrain, c'est de voir ce que l'utilisateur ne nous dit pas. Si on se contente à leur poser des questions dans une salle de réunion, on passe à côté de la réalité. On ne voit pas le collaborateur qui jongle entre 3 onglets, un double écran pour accomplir une seule tâche. On n'a pas Il y cette a un biais, information. en fait, hein, c'est ce que Il tu y dis, a il un y a un biais. biais Ils s'en clair, rendent plus compte de ces efforts. ils ne se rend pas compte de la difficulté des tâches manuelles qu'ils sont en train de réaliser, effectivement. Et effectivement, c'est, un outil qui ne comprend pas le terrain, c'est un outil qui n'est pas utilisé. Et Mais nous, il faut qu'on c'est le très comprenne des intéressant. bases. Ouais, Mmh. c'est très intéressant parce qu'on dit souvent: «Comprendre le terrain», on a l'impression que questionner la personne, ça va suffire. Alors que, comme tu le dis toi, il faut la voir en contexte, dans sa Mmh. réalité, réelle pour pouvoir,
en évitant ses biais à lui, voir vraiment, les pain points et ça, je trouve ça assez intéressant. C'est pas forcément une démarche, aussi intuitive que ça. Souvent, on se dit que voilà et attendez, j'ai passé, 2 heures, dans une salle de réunion à questionner à la personne, ça suffit. Bah non. Tout à fait. Heu, alors on est content, il y a plein de cas d'usage, mais qu'est-ce qui va différencier ensuite un cas d'usage qui est intéressant sur le papier d'un cas d'usage qui est réellement adoptable ensuite par les utilisateurs? Est-ce que tu as un petit peu des clés là-dessus? La différence est relativement simple. C'est la valeur nette et la valeur ajoutée du cas d'usage. Donc, on peut mesurer d'abord, donc on va directement vers le ROI, qui est évidemment le premier filtre. Donc, récemment, on a fait un audit de maturité. On a identifié une trentaine de cas d'usage pour n'en retenir que 5. Parce qu'un projet peut être brillant techniquement, mais coûter plus cher en maintenance et en run qu'il ne rapporte en gain de temps et en chiffre d'affaires. Tu as raison, faut Donc, pas oublier le run. effectivement, il ne faut pas oublier le run en ressources humaines et en ressources de calcul. Donc, pour qu'un projet qu'il décolle vraiment, il faut qu'on regarde deux autres critères. Le gain de performance immédiat, est-ce que l'outil libère notre équipe d'une tâche pénible? Et la rapidité de déploiement. Il faut qu'on privilégie en premier temps les quick wins pour engager cette trame d'avancée et continuer à avoir la confiance au niveau des équipes. C'est hyper précieux là, toutes, tes bonnes pratiques. Merci beaucoup. En préparant cet échange, tu me disais aussi, et ça c'est intéressant aussi parce que c'est aussi un peu contre-intuitif, que, commencer par automatiser grâce à l'IA, des actions qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier du client, ça peut être une bonne idée. Alors pourquoi? C'est c'est effectivement, c'est le réflexe naturel, c'est vouloir s'attaquer au cœur du métier. Au Mais stratégique. Ouais. stratégique, c'est effectivement, mais sur son cœur de métier, l'expert est très exigeant Mmh. et il accepte mal l'approximation. C'est vrai. À l'envers, les tâches annexes sont souvent vécues comme une corvée et c'est là que l'IA est accueillie avec une véritable libération. Donc si J'adore cette approche. Donc Excuse-moi, si je je prends m'enthousiasme. l'exemple effectivement, donc si je prends l'exemple d'un retail où on a fait un projet, effectivement, la gestion des fiches de produits, de la communication, c'est le responsable magasin et c'est pas son cœur de métier. Son cœur de métier, c'est la vente et le conseil du client. Mmh. Donc en immersion avec eux, on a identifié ces points bloquants et on a mis en place une cascade de 5 agents IA qui permettent d'analyser une photo d'un article, vérifier qu'il correspond à la charte de l'enseigne et générer le contenu marketing directement et le postuler sur les réseaux. C'est Et comme magique ça, pour lui ça. c'est magique. Donc lui, il gagne du temps précieux sur une tâche qu'il n'aimait pas faire. Tout Et à fait. aussi, en contrepartie, l'enseigne garantit son image et sa présence sur les réseaux directement. Parfait, c'est, gagnant-gagnant. Très bien. Heu, en préparant cet échange, tu me parlais aussi de Lean Canvas que tu avais mis, en place pour, justement éviter l'effet POC et essayer de pouvoir, quantifier, les prioriser les différents cas d'usage. Tu peux nous en parler un petit peu? Les lignes Canva, c'est vraiment l'outil contre l'effet gadget. L'idée, c'est, pour éviter de s'enfermer dans un POC inutile, on travaille à 2 échelles, le macro au niveau de l'organisation et le micro au niveau du cas d'usage. Donc D'accord. concrètement, on remplit un canvas avec les prérequis. Est-ce qu'on a les données? Est-ce qu'on a l'infrastructure? Est-ce que c'est scalable? Le coût du run, donc c'est pas juste le coût de la mise en place, mais le coût du run Du en humain maintien, ouais. Mmh. en maintenance et aussi les impacts. Qu'est-ce qu'on va gagner concrètement? Et c'est un outil ultra important pour prioriser les objectifs et ça donne de la transparence vis-à-vis des équipes. Comme ça, C'est c'est un vrai. signal fort. On leur montre qu'on a écouté leurs besoins et qu'on a objectivé les décisions. Comme ça, c'est pas arbitraire. Comme ça, quand on part des Ça peut lever des frustrations sur: «Ah mais pourquoi mon projet est pas dans le» ouais, dans tout la à in fait. mmh Et mh. quand on va démarrer un projet, on est sûr de les embarquer parce qu'on voit la valeur et on peut, aller jusqu'au bout pour changer leur quotidien. Génial. Tout à l'heure, tu nous parlais aussi d'utilisateurs pilotes, à qui tu mettais entre les mains, ces nouveaux outils, d'IA générative. Est-ce que tu peux nous dire quels conseils tu donnerais pour les sélectionner et quel rôle ils jouent dans la réussite du projet? Donc pour moi, les choix des utilisateurs pilotes, c'est le levier stratégique numéro un. Ce sont eux qui valident l'usage sur le terrain. Mais attention, avant d'aller sur ces utilisateurs, il faut avoir le chef de projet qui croit
absolument dans ce projet et que c'est lui qui valide la phase POC. C'est mieux. Et après, une fois on a cette phase POC, il faut sélectionner nos pilotes pour le MVP de manière, donc c'est un groupe restreint d'experts métiers qui ont du temps, qui connaissent leur métier du bout du doigt et qui sont constructifs. Et c'est avec eux qu'on construit l'outil pour nous garantir une utilité immédiate. Une fois qu'on a cette phase MVP avec nos pilotes, on ouvre aux early adopters, donc on élargit le cercle aux profils curieux et technophiles, et après on fait un déploiement global au sein de l'entreprise. L'idée, c'est effectivement, on s'appuie sur ces experts à chaque étape pour prouver que ça marche. Parce que quand un collègue dit à un autre: «Regarde, cet outil m'a fait gagner 1 heure ce matin», la Lui, on le bataille de croit. l'adoption est déjà à moitié gagnée. C'est clair, oui, le pouvoir de l'utilisateur, c'est magique, c'est clair. Le pouvoir de persuasion et d'influence de l'utilisateur. Génial. Oh ben, écoute, on arrive tout doucement à la fin de notre échange. Quels conseils très concrets tu donnerais à un chief data officer pour maximiser l'adoption de ces projets IA? Si je devais donner un conseil à un CDO, c'est d'éviter à tout effet, à tout prix l'effet tunnel. Trop de directions data s'isolent pour livrer un produit parfait, alors que la Mmh. clé de l'adoption repose sur 2 piliers très concrets. La transparence, d'abord. Donc, n'attendez pas qu'un outil soit fini, mettez-le très tôt dans les mains des utilisateurs. Communiquez au fil de l'eau sur le succès, mais aussi ce qu'on a appris, pour créer ce climat de confiance et de transparence. Mais Très aussi bien. la vigilance technologique, c'est ne s'engager pas directement sur une solution, juste sur la base des promesses commerciales. Il faut la tester sur vos données C'est pour être tentant, hein, sûr que ça parfois. fonctionne. Tout à Ouais, fait. ça vend du C'est rêve des fois. ça vend beaucoup de rêves parfois et l'idée c'est que le besoin doit piloter la techno, mais jamais Pas l'inverse. l'inverse. OK, génial. Merci infiniment Nizar pour ce retour qui est extrêmement concret. Je trouve que ce que montre ton témoignage, c'est que l'effet POC, c'est pas un problème d'IA, c'est vraiment un problème de posture. Hein, tant qu'on aborde l'IA générative comme une démonstration techno, comme tu le disais, on empile des POC, sans Mmh. usage forcément réel. Par contre, à l'inverse, ce que tu décris, c'est vraiment un basculement vers une logique produit. Hein, on part du travail réel, on clarifie la valeur attendue, on avance par itération et on met très, très vite, l'outil dans les mains des utilisateurs. Donc au fond, l'enjeu, on est d'accord, il est pas technique, clairement, il est culturel. Faire adopter l'IA, c'est travailler l'acculturation, la priorisation, la mise en marché interne, autant que les modèles et les stacks. Et pour ça, eh ben, il va en falloir aussi des talents, hein, il va falloir réussir à expliquer de façon pédagogique, il va falloir communiquer, accompagner le changement. Et ben, tu sais quoi? Et ben, ça, c'est ce que fait la Dream Team Datalogy. C'est dingue! C'est effectivement, tu as très bien résumé la problématique d'aujourd'hui. Ouais, bah, voilà, c'est, un vrai travail d'équipe entre conseil, stratégie et puis ensuite comment est-ce qu'on en parle et comment est-ce qu'on réussit à susciter l'adhésion. Merci beaucoup Nizar, on reste connecté de près. Si on a envie de continuer à échanger avec toi, on peut te connecter sur LinkedIn, par exemple? Tout à fait. Tout à fait, Génial. toujours présent. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je suis toujours présent pour vous répondre. Très bien. À Merci beaucoup bientôt Nizar. Florence. Merci beaucoup, bonne journée.